téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. J'ai le privilège de vous présenter le tout premier numéro du décryptage de l'actualité fiscale consacré à la résolution de l'ONU concernant l'adoption d'une convention fiscale internationale. J'aimerais bien commencer ce premier numéro par cette citation de Vera Songwe, ancienne secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Je cite, « Les conventions fiscales multilatérales permettent de traiter efficacement les défis fiscaux mondiaux à condition qu'elles soient inclusives et reflètent les besoins de tous les pays, en particulier ceux en développement. » Pour mieux comprendre cette actualité fiscale, il est important de retracer son contexte, d'examiner les motivations des pays africains avant de clôturer par une brève analyse de l'incidence de cette initiative africaine sur le système fiscal mondial. Vous savez peut-être qu'au cours de l'Assemblée générale des Nations unies tenue en novembre 2023, le Nigeria a présenté, au nom de tous les pays africains, une résolution visant à faire adopter une convention cadre des Nations unies sur la coopération fiscale internationale. Adoptée par 125 voix contre 48, cette résolution n'a pas obtenu l'adhésion de certains pays du Nord, comme les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni. Ces discussions se sont poursuivies lors de la session du comité intergouvernemental de négociation tenue en février 2025 et plus tard en avril 2025 dans le cadre du Conseil économique et social des Nations unies à l'occasion d'une réunion spéciale dédiée à la coopération fiscale internationale. À l'issue de ces discussions, les États se sont accordés sur deux aspects majeurs, à savoir les règles de prise de décision et les sujets des deux prochains protocoles à élaborer parallèlement à la Convention. Il a été convenu que les États membres doivent faire tous les efforts de bonne foi pour rechercher un consensus dans la prise de décision sur des questions de fond et lorsque aucun consensus n'est atteint, malgré les efforts, les décisions seront prises à la majorité des 2/3. Pour les questions de procédure, les décisions sont prises à la majorité simple. Par ailleurs, en ce qui concerne les sujets des deux premiers protocoles, il faut noter qu'il a été retenu des domaines prioritaires, tels que la fiscalité de l'économie numérisée, les mesures contre les flux financiers illicites liés à la fiscalité, la prévention et la résolution des litiges, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale des particuliers fortunés en garantissant leur imposition effective dans les États membres concernés. Il est prévu que les discussions se poursuivront en août et novembre 2025 avec l'objectif de finaliser cette convention cadre et ces deux premiers protocoles d'ici le premier semestre de 2027. Pour les pays en développement en général et les pays africains en particulier, cette convention cadre est beaucoup plus inclusive et leur offre la possibilité de participer à l'élaboration des règles fiscales internationales. Étant donné que ce sont les pays africains qui souffrent le plus des flux financiers illicites comme la fraude et l'évasion fiscale, il est important pour eux de militer pour l'adoption d'une convention fiscale internationale qui prenne dès le départ leurs préoccupations en compte. En réalité, cette initiative prise par les pays africains traduit leur mécontentement vis-à-vis de l'accord sur la solution reposant sur deux piliers adopté sous l'égide de l'OCDE. La solution reposant sur deux piliers qui a été promue par l'OCDE a été élaborée pour relever les défis posés par la numérisation de l'économie. Le processus d'adoption de cet accord a fait l'objet de vives critiques de la part des pays africains. Ces derniers ont toujours estimé
que les négociations ayant abouti à cet accord n'étaient pas menées sur une base égalitaire. Cet accord défend plus les intérêts des pays du Nord que ceux des pays du Sud. Avec ces deux piliers, dont le premier prévoit une redistribution des droits d'imposition des multinationales et dont le second établit un taux d'imposition minimal mondial de 15% pour les multinationales, les pays africains estiment que la plupart des multinationales œuvrant en Afrique sont exclues, ce qui réduit ainsi leur potentiel bénéfice à tirer de cet accord. Il faut également noter que la mise en œuvre de cet accord entraîne des coûts et des défis significatifs que les pays africains ne pourront pas supporter. Au regard de toutes les faiblesses des administrations fiscales africaines, cet accord est jugé vraiment inadapté aux réalités des systèmes fiscaux des pays en développement. Tout cela explique l'engouement des pays africains à porter cette résolution à la session de l'Assemblée générale des Nations unies de novembre 2023. Pour les pays africains, le but est d'impulser une réforme de la gouvernance fiscale mondiale qui soit plus inclusive que celle de l'OCDE, en tenant compte des réalités économiques et des faibles capacités administratives des pays en développement. Entendu que les grandes puissances économiques mondiales, comme les États-Unis et l'Union européenne, s'opposent à cet accord, il est peu probable qu'il aboutisse. Cela dit, la question qu'il convient de se poser dans ce cas est de savoir quelle serait l'incidence de cette initiative sur le système fiscal international. D'emblée, il est utile de souligner que quel que soit le dénouement de ce feuilleton, l'initiative africaine aux Nations unies aura lancé le débat sur la justice fiscale mondiale et la participation équitable des pays africains à la réforme de la gouvernance fiscale mondiale qui doit être inclusive. Elle révèle également la position des pays africains sur l'accord sur la solution reposant sur deux piliers. Si les observateurs attitrés de la fiscalité internationale donnent peu de chance à cet accord, force est d'admettre que cette initiative africaine aura pour effet de remettre en cause la légitimité de la solution reposant sur deux piliers. Par ailleurs, bien que les pays africains aient pris en aval part aux discussions relatives à l'élaboration des mesures d'application des instruments internationaux de la nouvelle gouvernance fiscale internationale adoptée par l'OCDE, il est probable que certains pays reconsidèrent leur position en vue de l'opposition de l'Union européenne à l'initiative africaine au sein de l'ONU. Il est légitime dès lors de se demander si les pays africains n'envisageraient pas de se retirer du processus de la mise en œuvre de la solution reposant sur deux piliers. Nous n'en sommes pas encore là, certes, mais aucune option n'est à exclure. Il faut retenir que l'initiative des pays africains constitue une avancée majeure dans la revendication d'une gouvernance fiscale mondiale plus inclusive et plus équitable. La communauté internationale doit traiter cette question avec beaucoup de tact pour éviter de provoquer des frictions entre les pays du Nord et les pays du Sud. Il serait trop risqué d'alimenter la tendance que les préoccupations des pays en développement sont ignorées dans la réforme de la fiscalité internationale. L'inclusion et l'égalité dans ces négociations constituent un idéal que tous les pays devraient promouvoir pour une gouvernance fiscale mondiale plus résiliente aux défis de l'économie numérique. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est par ces mots que je clôture ce premier numéro du décryptage de l'actualité fiscale. J'espère que vous avez été édifiés par ce décryptage. Retrouvons-nous très bientôt pour un nouveau numéro de décryptage de l'actualité fiscale. Décrypter, c'est comprendre. Comprendre, c'est pouvoir agir.